tu vis dans ma maison et tu me frappes. Un parasite comme toi est pire que les ordures de la rue. Aïe. Le bruit de la gifle a résonné dans l'air. Comment oses-tu frapper mon mari? Le cri aigu de ma belle-mère a presque traversé le plafond de l'appartement. J'ai porté la main à ma joue brûlante et, regardant mon mari qui était resté bouche bée. J'ai essuyé froidement le sang au coin de mes lèvres. Belle-mère, je pense que vous vous trompez complètement. Cet appartement est un bien propre à moi avant le mariage. C'est moi qui ai installé la serrure de la porte. Après ce qui s'est passé, c'est fini entre nous. Veuillez quitter ma maison immédiatement. C'était le 3e jour de ma lune de miel. Je me suis réveillé avant que le réveil ne sonne. Le froid qui s'infiltrait par la fente de la fenêtre à l'aube m'est monté jusqu'aux chevilles. J'ai eu l'impression que des milliers de petites aiguilles me piquaient la peau. Je me suis tourné sur le côté et j'ai observé la nuque de l'homme inconnu qui dormait à côté de mon oreiller. Oh, pour être exact, la nuque de Ravière, l'homme qui était légalement devenu mon mari. Ronflait légèrement pendant son sommeil. Un son qui rappelait le bourdonnement d'un petit appareil électrique. Ce n'était pas fort, mais dans le silence de 5h30 du matin, c'était particulièrement irritant. Je suis resté à regarder le grain de beauté sombre qu'il avait sur le cou. Soudain, une pensée m'a assailli. J'avais 2 ans de relation avec cet homme, 6 mois de fiançailles et 3 jours de mariage. Et pourtant, je ne m'étais jamais attardé attentivement sur la forme de sa nuque. Il avait la tête un peu plate. Et entre les cheveux aplatis par la pression de l'oreiller. On devinait un peu de son cuir chevelu blanc. Le compresseur du réfrigérateur du salon s'est mis en marche soudainement, émettant une vibration sourde. J'ai lentement levé le torse et j'ai posé la pointe des pieds sur le sol froid du parquet. L'appartement de jeune marié, un cadeau de mes parents, se trouvait au cœur du quartier de Salamanca à Madrid. Il faisait 138 mètres carrés, orientation sud et avait des vues, bien que lointaines, sur le parc du Retiro. Lorsque nous l'avons rénové, j'avais choisi un parquet en bois clair. Mais maintenant le contact sous mes pieds nus était glacial. Le froid est monté de la plante des pieds jusqu'au mollet, me provoquant un frisson. Je n'ai pas allumé la lumière de la salle de bain. Je me suis lavé le visage à la pâle lumière de l'aube qui entrait par la fenêtre. L'eau du robinet était si froide qu'elle semblait couper la peau. J'ai frotté mes joues avec force des 2 mains. Sous les yeux de la femme dans le miroir se dessinaient des cernes sombres. Le jour du mariage, la séance de maquillage avait commencé à 5h du matin. Le lendemain, visite aux beaux-parents et repas familial. En 2 jours, j'avais à peine dormi 4 heures. J'ai enfoui mon visage dans la serviette, fermé les yeux et suis resté ainsi exactement 3 secondes. Les aiguilles de l'horloge de la cuisine indiquaient 6h10. Ravière devait être au travail à 9h, donc si nous voulions prendre le petit déjeuner à 7h30. Je devais commencer tout de suite pour être juste à temps. J'ai ouvert la porte du réfrigérateur et une lumière froide et blanche a illuminé mon visage. J'ai vu les ingrédients bien rangés, viande de bœuf, pois chiches, chorizo, boudin, champignons secs, pommes de terre, carottes. Un bocal de cornichons au vinaigre et un tupperware de pistos que ma mère m'avait envoyé il y a 2 jours. Le cocido, la veille du mariage. J'ai vu par hasard un long message WhatsApp que ma belle-mère avait envoyé à Ravière. Il disait ceci: Javi, mon fils, maman n'a qu'un rêve. Goûter un cocido préparé par ma belle-fille. Ton grand-père, qu'il repose en paix. Mangeait tous les jours le cocido que sa femme lui préparait le matin. C'est la tradition de notre famille. Ravière, qui était au lit en train de jouer avec son téléphone, a lu le message et m'a demandé comme si de rien n'était: Anna, tu sais faire le cocido? N'est-ce pas? J'ai répondu: oui, je sais le faire. Et c'était vrai. Mais cette nuit-là, tandis que je me tournais dans le lit, une question ne cessait de me hanter. Pourquoi devais-je continuer une tradition familiale en préparant un plat que mangeait un beau-père que je n'avais même pas connu? Laisse tomber, ai-je pensé. J'ai sorti la viande, je l'ai posée sur le plan de travail et j'ai commencé à la décongeler.
J'ai haché les légumes et j'ai commencé à faire revenir la viande dans une goutte d'huile d'olive. De la casserole chaude est sorti un grésillement et le délicieux arôme de la viande a commencé à remplir la cuisine. J'ai ajouté de l'eau dans la casserole, je l'ai couverte et j'ai baissé le feu. Dehors, peu à peu, l'aube commençait. En novembre à Madrid, le soleil se lève tard. Il était déjà plus de 6h40, mais le ciel avait encore une lourde couleur grisâtre. Je suis resté près de la fenêtre de la cuisine, observant comment les lumières du bloc d'en face s'allumaient une à une. À la fenêtre d'un des appartements, une femme en pyjama à carreaux étendait le linge sur le balcon. Ses mouvements étaient très lents. Dans la casserole, le cocido bouillonnait, dégageant une vapeur blanche. La vapeur qui montait sous la lumière de la haute semblait onirique. J'ai goûté le bouillon, il était un peu fade, alors j'ai ajouté plus de sel. À cette heure, j'ai commencé à préparer les accompagnements. J'ai fait frire de petites croquettes maison, en m'assurant qu'elles restent juteuses à l'intérieur. Et j'ai sauté des épinards à l'ail, comme ma mère me l'avait appris. J'ai placé les cornichons au vinaigre et le pistou dans de petites assiettes en céramique blanchée. Je les ai posés au centre de la table. Enfin, j'ai vérifié la table, la nappe en lin blanc qu'on nous avait offerte pour le mariage. La vaisselle avec un discret bord gris que nous avions choisi ensemble dans un magasin de design de la rue Serrano, et au centre le cocido fumant. Les légumes étaient tendres et une fine couche de gras de la viande flottait à la surface du bouillon. Avec ça, ce sera suffisant, ai-je pensé. Quand j'ai enlevé mon tablier et que je m'apprêtais à aller dans la chambre pour réveiller Ravière, le clavier numérique de la porte d'entrée a émis un son aigu. Bip, bip. Le son qui a brisé le calme tranquille du matin. Il sonnait comme si quelqu'un tapait le code au hasard. Je suis resté paralysé sur place pendant environ 2 secondes. Aussitôt après, j'ai entendu le bruit mécanique de la serrure qui s'ouvrait. Clic. La porte s'est ouverte. Pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? C'était une voix familière. C'était ma belle-mère. Elle portait un long manteau matelassé de couleur marron foncé et tenait dans une main un énorme sac de course bleu. Le sac était sur le point d'éclater. Dès qu'elle est entrée, elle a enlevé ses chaussures n'importe comment et a commencé à râler sans arrêt. Ces jeunes d'aujourd'hui, vraiment. Pourquoi mettez-vous des mots de passe si compliqués sur la serrure? Avec 1, 2, 3, 4 ça suffirait, mais non. Il faut mettre des dates d'anniversaire et je ne sais quoi. En levant la tête, elle m'a vu debout au milieu du salon. Je portais un vieux t-shirt et un large pantalon de pyjama. Les cheveux attachés n'importe comment avec un élastique. Je sentais que tout mon corps sentait la nourriture que j'avais préparée dans la cuisine. Belle-mère, ma voix a sonné rauque. Que faites-vous ici à cette heure? Ma belle-mère a posé le sac de course sur le meuble de l'entrée et a commencé à inspecter la maison. Son regard est passé du meuble à chaussures au canapé du salon, du meuble de la télévision à la baie vitrée du balcon, et s'est enfin arrêté sur mon visage. Mon fils Ravière dort encore 3 jours après le mariage. Et tu laisses ton mari dormir jusqu'à cette heure? M'a-t-elle interrompu en fronçant les sourcils. Moi, pendant 40 ans. Je me suis levé à 6h du matin sans manquer un seul jour pour préparer le petit déjeuner au père de Ravière. Et toi? Tu es marié depuis 3 jours et tu paresses déjà? J'ai ouvert la bouche pour dire que le petit déjeuner était prêt. Mais elle ne m'en a pas laissé l'occasion. Elle s'est baissée pour inspecter les chaussures de l'entrée. Regarde dans quel état sont ces chaussures. A-t-elle indiqué les chaussures que Ravière avait enlevées la veille? On ne laisse pas les chaussures comme ça, pointées vers l'intérieur. Ça porte malheur et en plus tu fais entrer toute la saleté de la rue dans l'entrée. On ne t'a pas appris les bonnes manières? Tu le fais exprès ou on ne te l'a pas appris? Ce n'est pas ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Elle a pris une des chaussures et a inspecté la semelle. Tu la laisses comme ça, pleine de boue. Ravière est chef d'équipe dans son entreprise. Il rencontre beaucoup de gens tous les jours. S'il sort avec des chaussures aussi sales, que vont penser les autres? Il va ridiculiser la famille.
Elle a reposé la chaussure sur l'étagère avec un coup sec. Je suis resté immobile, serrant les mains avec force. Les ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Ma belle-mère s'est redressée et, passant à côté de moi, s'est dirigée d'un pas ferme vers le salon. Ses pas étaient lourds. Le bas de son manteau ondulait avec ses mouvements comme un énorme drapeau marron. Ce canapé est le modèle que je vous avais recommandé. Elle s'est arrêtée devant le canapé et a passé la main sur le coussin en cuir. Pourquoi est-il aussi froissé? Vous avez dormi ici cette nuit? Non, je me suis juste assise un moment. Si tu t'assois et tu te lèves, il faut le remettre en ordre. Elle a pris le coussin, l'a secoué avec force jusqu'à ce qu'il fasse du bruit et l'a remis en place. Les jeunes n'apprécient pas les choses. Un canapé en cuir authentique comme celui-ci est très délicat. Il faut le lisser dès que tu te lèves pour qu'il n'y ait pas de marque. Toi qui as tant étudié, tu ne sais même pas ces choses si basiques. J'ai mordu ma lèvre et je n'ai pas répondu. Elle a continué à s'avancer dans l'appartement et a finalement découvert le petit déjeuner servi sur la table de la salle à manger. Même, elle s'est arrêtée et est restée à regarder la table. C'est du cocido, ai-je dit en profitant enfin de l'occasion pour parler. Et des croquettes, des épinards à l'ail et du pistaud. C'est ça le cocido? Elle a approché son visage de la table. Son expression était comme si elle voyait quelque chose de sale. Pourquoi le bouillon est-il si clair? Le cocido que je fais n'a pas cette couleur. Les légumes doivent être gros et la viande si tendre qu'elle fond dans la bouche. Le bouillon doit être blanc et épais, comme un bouillon d'os. Et ça ressemble à ce que tu as jeté tout le manzanar dedans. Elle a enfoncé la pointe de l'index dans le bouillon pour le goûter. Et en plus, fade, quelle horreur. Tu ne sais pas que Ravière aime la nourriture avec du caractère? C'est pour la santé. Et regarde ces croquettes. Quel désastre. Elle a piqué le bord d'une croquette avec une fourchette. Les bords sont brûlés et la couleur est inégale. À ça tu appelles dresser la table. C'est que le feu était un peu assez. Elle a agité la main comme pour chasser une mouche. Écarte-toi. Qu'est-ce que tu vas savoir? Une fille à papa qui a été élevée dans du coton. Tu es déjà entré dans une cuisine dans ta vie? Je vais devoir le refaire. Si mon fils mange ça, il va tomber malade. Elle est allée chercher le sac de courses bleu qu'elle avait laissé dans l'entrée et l'a jeté sur la table avec un bruit sourd. Puis elle a commencé à sortir des choses. Elle a sorti un Tupperware. Celui-ci est le pistaud que j'ai fait moi. Ça n'a rien à voir avec cette chose achetée. Elle a sorti un bocal de chorizo. C'est du chorizo de notre village, d'Estrémadure. Ravière en mange depuis qu'il est petit. Elle a sorti un sac de picots. Ces picots d'importation que tu achètes n'ont pas le goût des nôtres. Aucun. Elle a sorti la nourriture qu'elle avait apportée et a conquis la table. Les plats que j'avais préparés avec tant de soin ont été écartés sur le côté. Moi, debout à l'entrée de la cuisine, j'observais comment elle détruisait mon espace. Elle a ouvert brusquement la porte d'un placard. En fouillant les casseroles et les poêles. Les portes claquaient bruyamment. Elle a sorti un bocal de paprika de l'étagère des épices. A regardé la marque et a claqué la langue avec mépris. Elle a bougé à sa guise les ustensiles de cuisine que j'avais laissés ordonner sur le plan de travail. Pourquoi as-tu laissé les ciseaux ici? Quel danger! Le compresseur du réfrigérateur a de nouveau bourdonné. Le son m'irritait les nerfs. Comme le battement d'un insecte géant. Belle-mère, s'il vous plaît, asseyez-vous. Moi, qu'est-ce que tu penses faire? A-t-elle répondu sans même se retourner. Avec ta maladresse, tu vas faire mourir de faim mon fils. Allez, va réveiller Ravière. Dis-lui que sa mère est venue. J'ai soupiré profondément. D'accord. Quand je me suis retourné et que je me suis dirigé vers la chambre, j'ai senti son regard planté dans mon dos comme un poignard. J'ai ouvert la porte de la chambre sans frapper. Ravière ne dormait plus. Il était adossé à la tête de lit en regardant son téléphone.
La lumière bleue de l'écran lui donnait un aspect pâle. En entendant la porte s'ouvrir, il a levé les yeux vers moi. « Quelqu'un est venu ? Ta mère. » Il s'est levé d'un bond. Sur son visage est apparu un éclair de surprise. Mais il a rapidement été remplacé par un sourire forcé. « Ah, maman est déjà là. » Oui, elle n'a pas prévenu qu'elle viendrait. C'est bizarre. Il s'est étiré et a lentement sorti les pieds du lit. Tu sais comment est ma mère, un peu impulsive. Il faut la comprendre. La comprendre. Ce mot prononcé par sa bouche flottait dans l'air léger comme une plume. Elle est dans la cuisine, ai-je dit. Elle dit que le petit déjeuner que j'ai préparé ne lui plaît pas et qu'elle va le refaire. Les mouvements de Ravière se sont arrêtés un moment. Eh bien, laisse-la faire, a-t-il dit en prenant ses lunettes sur la table de nuit. La cuisine de ma mère est excellente. En passant tu apprendras quelque chose, non ? Il est passé à côté de moi et est sorti de la chambre. Je suis resté à regarder ses mollets blancs qui dépassaient sous le pyjama froissé. Du salon j'ai entendu la voix de ma belle-mère. « Mon fils, tu t'es déjà levé. Maman t'a préparé un cocido délicieux. Viens manger. » Oui, maman. J'arrive. Sa voix est devenue mielleuse, presque infantile. Un ton complètement différent de celui qu'il utilisait avec moi. Sur la table il y avait deux types de cocido. L'un était celui que ma belle-mère venait de préparer avec un bouillon épais et blanchâtre. De gros morceaux de légumes et de la viande épaisse. Par-dessus elle avait saupoudré beaucoup de persil haché. L'autre était celui que j'avais préparé, écarté sur un bord de la table. Il avait déjà refroidi et une fine couche de gras couvrait la surface. Ma belle-mère était assise en bout de table, à la place que j'occupais normalement. Ravière était assis à côté d'elle, mangeant la tête baissée. Il avait les joues gonflées comme si elles allaient éclater et chaque fois qu'il mâchait il émettait un son sourd. J'étais assise en face, regardant mon assiette et les quelques accompagnements qui restaient. Mange beaucoup, chérie. Ma belle-mère n'arrêtait pas de lui servir de la nourriture dans l'assiette. Maman s'est levée à l'aube pour te préparer ça. Tout ce que tu aimes, n'est-ce pas? Même. Que c'est bon. Rien ne vaut la cuisine de maman, a dit Ravière en crachant presque un pois chiche. Un sourire de satisfaction s'est dessiné sur le visage de ma belle-mère. Le sourire a fait que les rides autour de ses yeux se sont marqués profondément. Ressemblant à du papier froissé. Anna, écoute-moi bien, a-t-elle indiqué avec la fourchette le cocido froid que j'avais préparé. À partir de maintenant tu peux préparer le petit déjeuner si tu veux. Mais le cocido tu dois le faire comme je t'ai appris. C'est la tradition de 40 ans de notre famille et ne te limite pas à l'imiter. Fais-le bien. Ravière, la bouche pleine de nourriture, a hoché la tête. Moi je remuais seulement le riz dans mon assiette en silence. Et, Anna. Ma belle-mère m'a appelé soudain par mon prénom. J'ai levé la tête. Pourquoi manges-tu si lentement? Elle a froncé les sourcils et a claqué la langue. Tu manges comme un petit oiseau. Quelle malchance. Une belle fille de notre famille doit manger avec appétit. Si un jour des invités viennent et te voient comme ça, ils vont penser que tu leur mesures la nourriture. J'ai serré les couverts avec force. Oui. Je le prendrai en compte. Et regarde ça. Elle a laissé les couverts et a sorti de la poche de son manteau un papier froissé et plié et me l'a tendu. J'ai pris le papier et l'ai déplié. C'était un emploi du temps. Sur le côté gauche il y avait les dates depuis aujourd'hui jusqu'à dans 3 mois. Et à droite une liste de règles écrites en petite écriture. Se lever tous les jours à 6 heures pour préparer le petit déjeuner. Le sol du salon doit être lavé tous les 2 jours. Interdit d'utiliser l'aspirateur robot. Il faut laver le sol à genoux avec un chiffon. Les chemises de Ravière ne se lavent pas en machine. Laver à la main. Tous les dimanches après-midi visite aux beaux-parents avec des fruits de saison. Pour les anniversaires, anniversaires de mariage et autres célébrations familiales. Faire les courses et préparer les repas une semaine à l'avance. À mesure que je lisais chaque point,
Les bouts des doigts qui tenaient le papier devenaient blancs. Ce sont les règles de la maison que j'ai préparées. La voix de ma belle-mère sonnait incroyablement autoritaire. Lis-les. Et si tu ne comprends pas quelque chose, demande. J'ai levé la tête et les regardé directement dans les yeux. Elle aussi me regardait. Son regard était comme celui d'un examinateur qui attend que je dise « Oui, belle-mère ». Je le prendrai très au sérieux. J'ai pris une profonde respiration et j'étais sur le point d'ouvrir la bouche. J'ai versé trop de bouillon, a dit ma belle-mère en évitant mon regard et en indiquant avec le menton le bol de cocido qu'elle avait devant elle. J'ai regardé dans cette direction. Le bol était rempli de bouillon jusqu'au bord, mais pas assez pour déborder. Comme si elle ne voulait pas montrer de générosité en servant abondamment. Pardon, je vais en enlever un peu maintenant. Avant que je puisse terminer la phrase. Le poignet de ma belle-mère a tourné brusquement vers l'extérieur. Cela a semblé un mouvement casual, comme si elle l'avait effleuré sans le vouloir. Mais c'était trop naturel et rapide. Le cocido bouillant s'est renversé du bol. Il a parcouru la table et a atterri sur mes cuisses. Je portais un short de pyjama en coton fin. Le bouillon tout juste sorti de la casserole devait être à 70 ou 80 degrés. Le liquide chaud, comme un essaim de fourmis de feu furieuse, a pénétré en un instant à travers le tissu fin et s'est planté dans ma peau. Une douleur terrible, comme si on me marquait la chair au fer rouge. Elle a parcouru tout mon corps. Ah! J'ai crié et je me suis levé d'un bond. La chaise s'est renversée en arrière en faisant un bruit fort sur le sol en bois. Ça faisait mal non seulement à la surface de la peau, mais aussi en profondeur dans les muscles. Comme si on m'avait marqué avec un fer rouge vif. En regardant vers le bas, j'ai vu que la face interne de ma cuisse était rouge comme le feu. À plusieurs endroits commençaient à se former des ampoules transparentes. Mon Dieu, que tu es maladroite. La voix de ma belle-mère a résonné dans mes oreilles. Mais dans sa voix il n'y avait pas une once d'inquiétude ou d'excuse, au contraire. Elle avait un ton étrangement joyeux et animé. Pourquoi poses-tu le bol si près du bord? Tu voulais brûler ta pauvre belle-mère. En supportant la douleur, j'ai levé la tête pour la regarder. Elle était assise sur sa chaise, immobile. Pas une seule goutte de bouillon ne l'avait éclaboussée sur ses vêtements. Elle avait les yeux mi-clos et un léger sourire sur les lèvres. Cette expression, je m'en souviens vivement. C'était l'expression d'un vieux chat qui a acculé une souris. « Anna, tu vas bien ?» a dit enfin Ravière, mais il ne s'est pas levé de sa place, il n'a même pas laissé les couverts. « Va te mettre de l'eau froide. » Avec des mains tremblantes j'ai regardé ma jambe. La brûlure rouge s'étendait comme une carte depuis la face interne de la cuisse jusqu'au-dessus du genou. Certaines parties de la peau étaient devenues blanches. Ça pouvait être une brûlure profonde. Mes mains tremblaient, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la découverte. Le mouvement de ma belle-mère avait été trop parfait. Ce n'était pas une erreur. Cela semblait un mouvement répété d'innombrables fois. L'angle d'inclinaison du bol, la direction dans laquelle le bouillon avait éclaboussé. Le moment parfait du tour de poignet. La précision avec laquelle elle s'était protégée elle-même et avait versé le bouillon exactement sur ma jambe. « Maman, tu vas bien ?» a de nouveau dit Ravière. L'objet de son inquiétude n'était pas moi, mais sa mère. « Moi je vais bien. » Ma belle-mère a fait un geste comme pour se calmer la poitrine. Il y avait trop de bouillon. Je l'ai effleuré un peu et ça s'est renversé. Cette belle fille est une incapable. Je suis resté à regarder la mère et le fils, stupéfaite. Ravière a laissé les couverts, s'est penché vers sa mère et lui a examiné les mains. Son large dos l'a caché partiellement, mais je l'ai vu. Le sourire malicieux qui est apparu sur son visage. L'expression d'une actrice qui a triomphé dans une pièce bien dirigée. Anna, Ravière s'est redressée et s'est tournée vers moi. Son expression avait changé. L'indifférence et la paresse avaient disparu. Elles avaient été remplacées par une expression sombre et menaçante. Il avait les sourcils froncés et le regard sauvage. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais.
Que dis-tu? Tu ne m'entends pas? Il s'est approché d'un pas et m'a regardé d'en haut. Par ta faute, maman a failli se brûler. Tu ne vas pas lui demander pardon? C'est elle qui l'a renversé exprès. Tu l'as vu. Avant que je puisse terminer la phrase, za. Un son aigu et ma tête s'est tournée brusquement sur le côté. La douleur qui a commencé à la joue m'a traversé le cerveau comme un éclair. Le coup m'a fait vaciller et je me suis cogné l'épaule contre le coin de la table. J'ai dû me casser quelque chose à l'intérieur de la bouche. Le goût métallique du sang m'a rempli la langue. En passant la langue à l'intérieur de la bouche, j'ai senti que le muscle de la joue était déchiré. À genoux et demande pardon tout de suite. Le cri de Ravière a explosé au-dessus de ma tête. Où as-tu appris ce manque de respect? Le monde semblait s'arrêter. J'entendais un sifflement dans les oreilles et j'avais l'impression que des milliers d'abeilles bourdonnaient dans ma tête. La joue gauche me brûlait comme si on m'avait brûlé et la cuisse droite palpitait. Les gouttes de sang qui tombaient de ma bouche gouttaient sur le pantalon trempé de bouillon. Se mélangeant. La tache rougeâtre et jaunâtre était répugnante. Lentement j'ai tourné la tête pour regarder Ravière. Il haletait en respirant avec difficulté. La main avec laquelle il m'avait frappé était encore en l'air et les veines du dos étaient visibles. Il avait les yeux injectés de sang. On aurait dit qu'il avait mis toute sa force dans ce coup. Derrière lui se trouvait ma belle-mère. Les bras croisés. Sur son visage se dessinait une étrange satisfaction. C'est comme ça qu'on fait. Un homme doit s'imposer. Sinon, la femme essaie d'être la reine de la maison. Un rire sec m'a échappé de la bouche. Le son d'une feuille sèche qui craque. Tu ris? A demandé Ravière déconcerté. Anna, maintenant ça te fait rire. J'ai levé une main pour arrêter ses paroles et puis j'ai levé ma main droite en l'air. J'ai réuni toute l'énergie qui me restait et de toutes mes forces je lui ai donné une gifle sur la joue. Za. Un son 10 fois plus fort et clair que sa gifle a résonné dans le salon. Au moment où ma main a frappé sa joue, j'ai senti la vibration de son os. J'ai aussi entendu le son sourd de ses dents qui se mordaient la langue. Ravière a vacillé en arrière et s'est cogné fortement le dos contre le coin de la table. Sous l'impact, les assiettes de la table ont cogné bruyamment et le cossi d'eau froid qui était écarté s'est complètement renversé. Le bouillon marron a rapidement teinté la nappe blanche et a goûté sur le sol. Un silence sépulcral s'est emparé de la maison. Ma belle-mère était pétrifiée. Son expression triomphante avait disparu et ses yeux étaient si ouverts qu'on aurait dit qu'ils allaient sortir de leurs orbites. Elle a émis un son étouffé, mais semblait incapable d'articuler un mot. Ravière a porté la main à sa joue et m'a regardé. Ses pupilles tremblaient violemment. Les 5 marques de mes doigts gonflaient clairement sur sa peau. Toi, a-t-il dit d'une voix tremblante, tu oses me frapper? Je me suis regardé la main. Elle était rouge et me brûlait, mais mon esprit était étrangement calme. Aussi inquiétantement calme que la mer après une tempête. Ordure. J'ai répété lentement ces paroles. Pourquoi ne pourrais-je pas? Toi tu peux me frapper et moi je ne peux pas. Elle est folle. Elle est folle. J'ai souri. Oui. Aujourd'hui je m'en suis rendu compte. La folle, c'était moi pour avoir épousé un type qui frappe sa femme. Assez. A crié ma belle-mère et elle s'est jetée sur moi. Ses mains, comme des griffes d'aigle, ont volé vers mes cheveux. Comment oses-tu lever la main sur ton mari? Aujourd'hui je vais t'arracher tous les cheveux de la tête. Je ne me suis pas écarté. À la place j'ai pris le téléphone qui était sur la table. Allô, ai-je dit calmement. Oui, c'est le 112, n'est-ce pas? La main de ma belle-mère s'est arrêtée en l'air. Je voulais dénoncer quelque chose. Ai-je dit en la regardant directement dans les yeux et en prononçant chaque mot clairement. Il se produit une violation de domicile et une agression. L'adresse est l'appartement B, 3e étage dans le quartier de Salamanca à Madrid. Oui, agent, pourriez-vous venir rapidement? J'ai raccroché. Les 10 minutes suivantes ont dû être les plus longues et angoissantes de l'histoire de cet appartement.
Ma belle-mère est restée comme si la foudre lui était tombée dessus. Son visage, auparavant crispé par la colère, a progressivement changé en perplexité puis en une peur indéfinie. Ses lèvres tremblaient. « Toi, tu as porté plainte faussement, n'est-ce pas » a-t-elle bafouillé. Quelle violation de domicile. C'est la maison de mon fils, une belle-fille qui dénonce sa belle-mère. Je n'ai pas répondu. Je suis allé à la salle de bain. J'ai pris le téléphone de la douche et je me suis versé de l'eau froide sur la jambe. Quand l'eau froide a touché la brûlure, la douleur lancinante s'est un peu soulagée. Les ampoules étaient clairement visibles. Je me suis regardé dans le miroir. La joue gauche était gonflée et le sang de la lèvre fendue s'était transformé en une croûte sombre. Je suis resté à regarder mon reflet pendant un bon moment. C'était moi. Au 3e jour de mariage, avec le visage contusionné, les cheveux en désordre, une joue violette et une jambe brûlée. Où était cette Anna? Celle qui 2 ans plus tôt, lors d'un dîner d'entreprise, était louée pour son élégance et son intelligence. J'ai soupiré profondément et j'ai sorti la trousse de premier secours. J'ai mis du désinfectant et j'ai posé une gaze. En sortant de la salle de bain, Javier parlait à toute vitesse au téléphone. Bien qu'il baisse la voix, j'entendais tout. « Non, maman, calme-toi. » En me voyant, il a eu peur et a raccroché. Anna s'est approchée. Sa voix était beaucoup plus douce. Tout à l'heure je me suis un peu énervé. Je suis désolé. C'était un coup de tête. Je l'ai traité comme s'il était invisible et je suis passé sans m'arrêter. Anna a essayé de me prendre le bras. « Écoute-moi, s'il te plaît. » Je lui ai écarté la main brusquement. « Ne me touche pas, s'il te plaît. » Ding dong. Ding dong. La sonnette de la porte a retenti avec force. C'était comme si la corde tendue d'un arc se cassait. Je suis allé à l'entrée et j'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir. 2 policiers en uniforme étaient sur le seuil. Un homme grand et une femme avec les cheveux attachés en chignon. Leur expression était professionnelle. « C'est vous qui avez appelé » a demandé la policière. « Oui, j'ai dénoncé une violation de domicile et une agression. » « Correct, correct. » Je me suis écarté pour les laisser passer et j'ai indiqué du doigt les 2 personnes qui étaient debout, stupéfaites, au milieu du salon. Ce sont eux. Le visage de ma belle-mère est devenu blanc comme du papier. Non, agent. Qu'est-ce que cela signifie? Elle a commencé à bafouiller des excuses. C'est la maison de mon fils. Quel délit commet une mère en venant chez son fils? Cette femme ment. Excusez-moi. La police s'est approchée de moi et a examiné mon visage blessé et le pantalon mouillé. Vous êtes blessé? Oui. Mon mari m'a frappé et ma belle-mère m'a brûlé la jambe en me renversant un ragoût chaud. Frappé. Javier est intervenu. C'était une dispute de couple, une simple dispute de couple. Et dans une dispute de couple on peut frapper les gens? A demandé froidement la policière. Non, ce n'est pas ça. Javier a commencé à bafouiller comme si les mots lui manquaient. Elle aussi m'a frappé. Regardez mon visage. Il a montré sa joue gonflée. C'est toi qui as frappé en premier, ai-je dit froidement. Le mien a été en légitime défense. Mais, qu'est-ce que tu dis? Messieurs, calmez-vous. Le policier est intervenu. D'abord, clarifions la situation. Il a sorti un carnet et a commencé à noter mes données et le déroulement des faits. Moi, en essayant d'éviter toute émotion, j'ai simplement exposé les faits. L'entrée non autorisée de ma belle-mère, ses critiques sur la nourriture, l'incident du ragoût. Javier et ma belle-mère interrompaient sans arrêt, en criant que c'était injuste. Mais ils ont dû se taire devant l'ordre de la police. Et une chose de plus, ai-je dit. Les 2 agents m'ont regardé. Cet appartement. J'ai lentement regardé autour de la maison. Il est à moi. Mes parents me l'ont acheté avant le mariage. Il est exclusivement à moi. Du tiroir du meuble de la télévision j'ai sorti une enveloppe que j'avais déjà préparée. C'était une copie de l'acte de propriété.
S'il vous plaît, vérifiez-le. Je l'ai remis à la policière. Elle l'a examiné attentivement, a hoché la tête et s'est tournée vers Ravière. Monsieur, cet appartement est une propriété partagée. Le visage de Ravière s'est décomposé, il s'est mordu la lèvre et a répondu à voix basse, non. Ce n'est pas le cas. Alors, avez-vous un contrat de location ou un pouvoir qui vous autorise à vivre ici? Je suis son mari. Nous sommes mariés depuis seulement 3 jours. Quel pouvoir un mari a-t-il besoin pour vivre chez sa femme? Légalement, oui, il en a besoin, a dit le policier avec fermeté. Les biens acquis avant le mariage sont des biens propres et ne font pas partie de la communauté de biens. Si la propriétaire vous demande de partir, vous devez le faire. Les yeux de ma belle-mère se sont ouverts comme des soucoupes. Quoi? Quelle bêtise est-ce là? Sa voix tremblait. Javi, tu as dit que cette maison était à toi. Tu l'as dit à ta mère. Ravière n'a pas répondu. La tête baissée, il s'est réfugié dans l'ombre. Dans cette situation, ai-je dit, je veux que ces 2 personnes quittent ma maison immédiatement. Quoi? A crié ma belle-mère. Vous l'avez entendu. S'il vous plaît, partez immédiatement, ai-je dit en indiquant la porte. Hors de ma maison. Sa voix s'est brisée. Comment une belle fille ose-t-elle chasser sa belle-mère? Tu veux qu'une malédiction te tombe dessus? C'est inhumain. Elle s'est jetée par terre et a commencé à pleurer à chaudes larmes. Aïe, ma vie. J'ai élevé un fils avec tant d'efforts pour qu'il se mette avec une vipère comme celle-ci. Père de Ravière, tu me vois du ciel. Ton fils va être jeté à la rue. Elle frappait le sol et criait en me montrant du doigt. Salope. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Je vais te faire pleurer des larmes de sang. J'ai croisé les bras et je l'ai regardé d'en haut. Son visage contracté, les larmes, la morve, les malédictions qui sortaient de sa bouche. Étrangement, je ne ressentais pas de colère. Cela me semblait ridicule comme voir une scène d'un feuilleton bon marché. Belle-mère, les jeux appelaient à voix basse. Si vous continuez comme ça, je demanderai immédiatement une ordonnance d'éloignement. Quoi? Article 54 bis de la loi de procédure pénale. Le juge peut ordonner à l'agresseur de quitter le domicile ou d'interdire de s'approcher à moins de 100 mètres pour protéger la victime. Si elle ne la respecte pas, non seulement on lui mettra une amende, mais elle peut finir en cellule. Les pleurs de ma belle-mère se sont arrêtés net. Elle m'a regardé stupéfaite, elle bougeait les lèvres, mais aucun son ne sortait. Toi, qui es-tu toi? Je ne suis pas avocate, ai-je dit. Mais je sais utiliser Google. Les agents ont échangé un regard. Excusez-moi, madame. Le policier s'est raclé la gorge. Il vaut mieux que pour l'instant vous rentriez chez vous. Si vous continuez à faire un scandale ici, nous pouvons vous arrêter pour obstruction à la justice ou trouble à l'ordre public. Je ne pars pas. Nous vous l'avons déjà dit, a dit la policière d'une voix irritée. La propriétaire vous demande de partir. C'est un mensonge. Ces papiers sont faux. Javi, dis quelque chose. Cette maison est à toi, n'est-ce pas? Ravière restait silencieux. Il se mordait les lèvres en regardant le sol. Dans son regard se mélangeaient la honte et la colère. Javi, tu es devenu muet? Lentement il a levé la tête, a regardé sa mère, puis moi et enfin les policiers. C'est vrai. Sa voix était à peine un murmure. Cette maison est à Anna. Toute la couleur a disparu du visage de ma belle-mère. Quoi? Allons-y, maman. Il a soupiré profondément. Allons-y avant de nous ridiculiser davantage. Qu'est-ce que tu dis? Que nous partions? A-t-elle dit et elle a saisi le bras de sa mère pour la relever brusquement. Ma belle-mère a résisté, mais elle n'a rien pu faire contre la force de son fils. Il l'a traînée vers la porte comme si c'était un sac. Lâche-moi. Je ne pars pas. Depuis quand une belle fille chasse sa belle-mère? S'il te plaît, arrête, maman. Je ne peux pas partir. C'est injuste. Mon Dieu.
Les silhouettes des deux ont disparu derrière la porte. Au dernier moment, Javier s'est retourné pour me regarder. Je n'oublierai jamais ce regard. Il n'y avait ni regret ni excuse. C'était une haine glaciale. Clac. La porte d'entrée s'est fermée. Enfin, un silence absolu s'est emparé de la maison. Mes oreilles bourdonnaient, l'effet du coup, la jambe me brûlait encore. La joue me faisait mal et de la lèvre fendue a recommencé à suinter du sang. Excusez-moi, madame. La police s'est approchée de moi avec un air embarrassé. Voulez-vous porter plainte formellement? Il serait convenable d'aller à l'hôpital pour un certificat de blessure au cas où à l'avenir vous voudriez poursuivre. Je ne l'ai pas interrompu. Je ne vais pas déclarer ni poursuivre. Je voulais seulement qu'il parte. Les deux agents se sont de nouveau regardés. Dans ce cas, fermez bien la porte, a dit la policière. S'ils reviennent vous embêter, n'hésitez pas à rappeler. Merci. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte. La porte s'est fermée et j'ai entendu le son de la serrure électronique qui s'activait. J'ai appuyé le front sur la porte froide, fermé les yeux et suis resté ainsi un bon moment. Au bout d'un moment, j'ai sorti le téléphone de ma poche et j'ai cherché un numéro. Allô? Oui, c'est le serrurier. J'ai dit d'une voix sèche. Je veux changer la serrure. La nouvelle serrure a été installée à 14 heures. Le serrurier, un homme d'environ 45 ans, a été très rapide pendant qu'il vissait. Il n'arrêtait pas de parler. On dirait une maison de jeunes mariés et il change déjà la serrure. Quelqu'un a vu le code? Non. Les serrures d'aujourd'hui laissent des empreintes digitales et il est facile qu'on te vole le code. Il faut couvrir un peu avec la main en tapant. J'ai répondu distraitement. Oui, en pensant à autre chose. Quel code je mets? L'anniversaire de Javier, hors de question. L'anniversaire de mariage non plus. Finalement j'ai mis les 4 derniers chiffres du numéro de téléphone de ma mère. Quand le serrurier est parti, je me suis assise sur un banc de l'entrée et je suis resté à regarder la nouvelle serrure qui brillait d'une couleur argentée. C'était un modèle de dernière génération avec clavier de 10 chiffres et lecteur d'empreintes. Digital. Maintenant oui, c'était ma maison. Sans ma permission, même une fourmi ne pourrait pas entrer. Le téléphone a sonné. C'était Javier. Derrière le nom qui est apparu sur l'écran il y avait un émoticône de cœur qu'il avait mis lui-même. Je n'ai pas répondu. La sonnerie a duré environ 30 secondes et s'est coupée. Immédiatement ont commencé à arriver des messages. Le téléphone vibrait comme un insecte fou. Chérie, j'ai mal fait. C'était un coup de tête momentané. Ma mère regardait. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Tu comprends? S'il te plaît, calme-toi et parlons. Pourquoi ne décroches-tu pas le téléphone? Anna, chérie, s'il te plaît. Le son des notifications de messages ne cessait pas. J'ai lu un par un ces messages larmoyants et puis j'ai envoyé une photo. Une photo que j'ai prise d'un relevé bancaire que j'ai trouvé par hasard au fond d'un tiroir du bureau. Le titulaire du compte était Javier. Mais dans la description il y avait transfert automatique mensuel et la bénéficiaire était ma belle-mère. Le montant était de 300 €. Quand j'ai trouvé ce relevé, Javier n'était pas à la maison. Je l'ai vu par hasard en cherchant des ciseaux pour ouvrir un paquet. Alors j'ai su. Cet homme cachait quelque chose, mais comme c'était quelque chose d'avant le mariage. Je me suis convaincu moi-même que je pourrais le changer peu à peu. Ah, que j'ai été naïve. Dès que la photo a été envoyée, l'avalanche de messages de Javier a cessé. Je pouvais l'imaginer en voyant la photo. D'abord l'étonnement, puis le désarroi, ensuite la colère et enfin probablement la terreur. Parce qu'il pensait l'avoir bien caché. Il ne se serait jamais imaginé que je le savais déjà. Cette fois ce n'était pas un message, mais un appel. C'était de nouveau Javier. J'ai appuyé sur le bouton de refus. Il a rappelé. Refus. Il a rappelé. Refus. Après une dizaine de fois il a semblé enfin se rendre.
J'ai mis le téléphone en silencieux. Je me suis levé. Je suis allé au dressing. Dans l'armoire de Ravière pendaient encore ses costumes, chemises et manteaux. Sur le porte-cravate il y avait aussi la cravate bleu marine que je lui avais offerte pour son anniversaire. Je suis resté devant l'armoire à les regarder un moment puis j'ai commencé à bouger. Je les ai sortis un par un, en les jetant par terre. Un costume est tombé avec un bruit sourd et une chemise s'est froissée sans force. J'ai pris la cravate, je l'ai regardée pendant 2 secondes et je l'ai aussi jetée par terre. Chaussettes, sous-vêtements, survêtements, pantoufles, le rasoir. Un flacon de parfum à moitié utilisé. J'ai tout mis dans un grand sac poubelle noir. J'ai appelé une entreprise de messagerie pour qu'ils emportent les affaires. Quelle est la destination? A demandé le coursier. Le local à ordures du rez-de-chaussée. J'ai répondu. À 16 heures sont arrivés les coursiers et ils ont emporté les sacs noirs. Depuis le balcon j'ai observé comment ils laissaient les sacs poubelles dans un coin du local à ordures. C'était loin et je ne voyais pas bien. Mais m'imaginer ces costumes et chemises de marque chère se roulant dans la saleté puante à côté du conteneur de déchets organiques m'a procuré une étrange sensation. Une étrange sensation de satisfaction m'a rempli la poitrine. Comme si j'avais exterminé les cafards qui se cachaient dans la maison. Pour le dîner, j'ai ouvert une application de livraison de repas, une portion de fabada asturienne. Un poulet rôti et une canette de bière. J'ai mangé seul dans le salon vide, en regardant la télévision. Des haut-parleurs sortaient les rires des célébrités d'une émission de divertissement. Cela sonnait comme un son d'un autre monde. Ce qui s'était passé ce matin semblait un rêve. Ma belle-mère entrant de force, le ragoût chaud renversé sur ma cuisse. La gifle qu'il m'a donnée et celle que je lui ai rendue. Je me suis regardé la main droite. La main était encore légèrement rouge, mais la douleur avait disparu. Ravière continuait à envoyer des messages. Je jetai un coup d'œil à l'aperçu qui apparaissait sur l'écran des notifications. Mais je ne répondais pas. Au début il s'excusait, ensuite il se justifiait et maintenant il était passé aux accusations. Que as-tu fait de mes vêtements? C'est à moi. Tu es devenue folle. Qui te crois-tu pour jeter mes affaires, Anna? Tu vas voir. Les derniers messages étaient presque des menaces. Tu crois que tu vas t'en sortir? Et alors si la maison est à toi? Tu as une dette envers moi, tu comprends? Je vais te rendre la vie impossible. Même. En lisant ces messages, j'ai laissé échapper un rire sec. Dette. Quelle dette? Les 50 000 € que mes parents ont donnés pour cet appartement ou les 12 000 que ma famille a donnés. En cadeau de mariage ou les milliers d'euros qu'il m'a empruntés pendant les 2 dernières années. Et n'a jamais rendu. J'ai ouvert l'application des notes et j'ai commencé à faire une liste. Cadeau de mariage 12 000 € location de la salle de mariage 4 000 € robe et smoking 2 000 € banquet 5. 000 € argent emprunté par Ravière environ 10 fois 8 000 € total quelque chose de plus de 30 000 €. Je suis resté à regarder ce chiffre un bon moment puis j'ai appelé mon père. Papa, oui, Anna, qu'est-ce qui se passe avec cette voix? J'ai pris une profonde respiration. Papa, je divorce. À l'autre bout de la ligne il y a eu un silence de 3 secondes. Il s'est passé quelque chose? Je lui ai raconté calmement ce qui s'était passé ce jour-là. Quand je suis arrivé à la partie où Ravière m'a frappé, j'ai essayé que ma voix ne tremble pas. Comme si je racontais l'histoire d'une autre personne. Mais le silence de mon père se faisait de plus en plus long. Finalement, mon père a parlé d'une voix glaciale. Pleine d'une fureur que je n'avais jamais entendue auparavant, il a osé lever la main sur ma fille. Papa, toi ne t'en mêles pas, a dit mon père. Je m'en occupe. Non, papa, je peux seul. Anna. La voix de mon père s'est un peu adoucie. Je sais que tu es intelligente, mais laisse papa s'occuper des affaires sales. Toi repose-toi. Après avoir raccroché. Je me suis assise sur le canapé en serrant mes genoux et en regardant une tache au plafond. Perdant la notion du temps. Le lendemain je suis allé au tribunal de la famille.
Dans les couloirs du tribunal se mélangeait l'odeur de papier vieux et d'assainisseur bon marché. J'ai marché sur le sol gris et je me suis arrêté devant un guichet avec l'inscription registre. Civil et affaires de famille. Derrière le guichet, une fonctionnaire d'âge moyen. Avec des lunettes et les cheveux soigneusement attachés, examinait des papiers. Bonjour, ai-je dit. Je voudrais m'informer sur la procédure de nullité matrimoniale. Elle a levé la tête vers moi. Son regard s'est arrêté une seconde sur le bleu de mon visage puis elle a ajusté ses lunettes. Depuis combien de temps êtes-vous marié? 3 jours. Et vous avez enregistré le mariage? Oui. Elle m'a regardé de nouveau, cette fois avec une expression étrange, une nullité à 3 jours. Quelle est la raison? Violence de genre, ai-je dit, et tromperie prématrimoniale. Elle a sorti un formulaire et me l'a remis, me demandant pour chaque rubrique. J'ai répondu mécaniquement. Nom, DNI, date du mariage, données du conjoint, situation de la violence. Si j'avais un certificat de blessure. Quand j'ai terminé, elle m'a donné une liste des documents nécessaires. Demande, DNI, certificat de mariage, preuve de l'agression, liste des biens. Vous allez aussi réclamer la restitution des cadeaux de mariage et des dépenses de celui-ci. A-t-elle ajouté. Dans ce cas vous devrez aussi présenter une demande de liquidation de la communauté de biens et la procédure peut se compliquer un peu. Peu importe, ai-je dit. J'ai beaucoup de temps. Je suis sorti du tribunal et je suis allé à l'hôpital. Sur la jambe brûlée j'avais plusieurs ampoules et certaines avaient éclaté, suintant. Le médecin m'a désinfecté la blessure. M'a mis une pommade et m'a donné un certificat médical avec un arrêt de 2 semaines. Violence de genre? A demandé le médecin. Je n'ai pas répondu. Il a soupiré et m'a remis le certificat. Gardez-le bien. Vous en aurez besoin plus tard. Sur le chemin du retour je me suis arrêté dans un magasin et j'ai acheté 2 sandwichs et un carton de lait. Je ne voulais pas cuisiner. Si j'entrais dans cette cuisine, je me souviendrais du ragoût renversé. Des cris de ma belle-mère et du visage de Ravière levant la main. J'ai réchauffé les sandwichs au micro-ondes et j'ai mangé assise près de la fenêtre. Dehors s'étendait la nuit de Madrid. Les lumières des voitures qui traversaient les ponts sur le Manzanar brillaient comme un collier de perles en mouvement. Bro. Le téléphone a de nouveau sonné. Ce n'était pas Ravière, mais un numéro inconnu. J'ai hésité. Mais finalement j'ai répondu. Allô. Je parle à Madame Ana Garcia. C'était une voix féminine polie. Oui, c'est moi. Bonjour. Je vous appelle de la rédaction d'El País. J'ai raccroché immédiatement et j'ai ajouté le numéro à la liste des bloqués. Je ne savais pas qui avait filtré mon numéro. Mais je n'avais pas l'intention de m'impliquer avec des journalistes. Sur le téléphone j'avais des dizaines de messages non lus. La plupart étaient de Ravière et quelques-uns ma belle-mère les avait envoyés d'un autre numéro. Les messages de la belle-mère étaient si vulgaires qu'on ne pouvait même pas les répéter. Vipère, tu as séduit mon fils et tu lui as ruiné la vie. Salope, une malédiction va te tomber dessus. Je vais raconter à tout le quartier la classe de personne que tu es. En lisant ces messages, soudain j'ai ressenti une fatigue extrême. Ce n'était pas de la colère, simplement j'étais épuisé. Une fatigue qui me pénétrait jusqu'aux os, faisant que mon corps se sentait comme une coquille vide. J'ai éteint le téléphone, je me suis allongé sur le canapé et je suis resté à regarder le plafond. Dans un coin du plafond il y avait une petite tache. Quand était-elle apparue? Je ne l'avais pas vue avant. Je suis resté à regarder la tache et sans m'en rendre compte, j'ai fermé les yeux. En rêve j'ai fait un cauchemar. C'était le jour du mariage. Je portais une impeccable robe de mariée blanche et j'étais dans l'allée de l'église. Des centaines d'invités me regardaient. À mes côtés, Ravière en smoking souriait radieusement. Le curé a demandé, « Anna, veux-tu recevoir Ravière comme époux ?» J'ai ouvert la bouche pour dire, « Oui, je veux. » Non. Je me suis réveillé en sursaut à cause de ma propre voix. Le salon était sombre et seules les lumières de la ville continuaient à briller dehors.
Je suis resté allongé un bon moment jusqu'à ce que je me reprenne. Je suis allé à la salle de bain et je me suis lavé le visage. J'ai allumé le téléphone. Il était 3 heures du matin. J'avais plus de 100 messages non lus. Sans les vérifier un par un. J'ai fait défiler jusqu'à la fin. Un message WhatsApp d'une camarade d'université a attiré mon attention. Anna, j'ai vu ce qui circule sur Internet à propos de vous. Tu vas bien? Il y avait un lien joint. En cliquant sur le lien, il m'a mené à une publication dans un forum connu pour les mères. Le titre, jeune mariée d'un appartement de luxe à Salamanca. Agresse sa belle-mère et jette son mari à la rue. Aidez-moi à la trouver. J'ai fait défiler avec le doigt pour lire le contenu. C'était une publication écrite par ma belle-mère. L'histoire était tellement déformée qu'elle était incroyable. Selon elle, j'avais renversé le ragoût chaud exprès pour lui faire du mal. J'avais frappé mon mari quand il essayait de m'aider et enfin je les avais jetés à la rue en plein hiver. Elle me décrivait comme une chasseuse de fortune calculatrice, sans âme et matérialiste. Il y avait déjà des centaines de commentaires. La plupart m'insultaient. Comment une femme comme ça a-t-elle pu se marier? La jeunesse d'aujourd'hui n'a aucune éducation. Quelle peur, quelle peur. Frapper la belle-mère à 3 jours de mariage. Nous voulons voir son visage, que son nom soit révélé. En lisant les commentaires, étrangement je me suis calmé. Je savais que ce jour viendrait. Quelqu'un comme ma belle-mère ne se rend pas facilement. Comme elle ne pouvait pas me vaincre dans la vie réelle. Elle essayait de se défouler en montant un jugement populaire sur Internet. J'ai laissé le téléphone sur la table et lentement, un par un, j'ai lu les commentaires. Il y avait des gens qui m'insultaient. Mais il y avait aussi des opinions prudentes qui disaient qu'il fallait écouter les deux parties. Après y avoir réfléchi un moment, au lieu de m'inscrire sur le forum, j'ai ouvert une autre application. Je n'avais pas hâte. D'abord je devais trouver quelque chose. La caméra de sécurité, je l'avais installée pour la sécurité quand je vivais seul. Avant que Ravière ne s'installe, elle était cachée dans un vase à côté du meuble de la télévision. Donc elle était difficile à voir. L'angle de vision couvrait parfaitement le salon et la table de la salle à manger. À l'origine je l'avais installée pour surveiller mon chat. Mais j'avais envoyé le chat chez mes parents une semaine avant le mariage parce que ma belle-mère avait fait un scandale en disant qu'elle était allergique aux poils de chat. Heureusement je ne l'avais pas enlevé. J'ai ouvert l'application et j'ai cherché l'enregistrement de ce matin. La qualité de l'image était un peu basse, mais le son était clair. Depuis le moment où ma belle-mère est entrée avec la serrure électronique, chaque mot qu'elle a dit, chaque action était enregistrée, les insultes qu'elle m'a lancées, la scène où Ravière me frappe. La scène où je lui rends le coup et la scène où, après avoir appelé la police, ma belle-mère se jette par terre et crie. J'ai téléchargé la vidéo et je l'ai gardée en 2 copies de sécurité. Sur le téléphone et dans le cloud. Et puis j'ai commencé à écrire. Sur le forum des mères, là la répercussion est moindre. L'endroit que j'ai choisi était un forum anonyme connu pour les professionnels. Une communauté anonyme que tous les travailleurs connaissent. Particulièrement populaire parmi les employés des grandes entreprises. Donc si la publication devenait virale, la rumeur se répandrait dans le secteur en un clin d'œil. J'ai écrit depuis un compte anonyme. Titre, pour le chef d'équipe d'une grande entreprise qui a frappé sa femme pour un cocido. Bonjour, je suis l'épouse de l'auteur. Nous sommes mariés depuis 3 jours. Ma belle-mère est entrée dans la maison à l'aube sans permission et s'est plainte que le petit déjeuner n'était pas bon. Puis à table il y a eu une dispute et ma belle-mère m'a renversé un cocido bouillant sur la cuisse. Je me suis brûlé la jambe, mais elle m'a accusé de l'avoir fait exprès. Mon mari, au lieu d'aider son épouse blessée, m'a donné une gifle pour démontrer son autorité devant sa mère. Il m'a dit exactement ceci, à genoux et demande pardon, mal élevé. Pièce jointe la vidéo. Jugez vous-même. J'ai édité la vidéo enregistrée et je l'ai mise en ligne. J'ai mis en évidence la scène où Ravière me frappe. La scène où ma belle-mère se roule par terre et la scène où je sors l'acte de propriété et l'heure.
Demande de partir. Avant d'appuyer sur le bouton d'envoyer, j'ai hésité une seconde. Si je publiais ça, je traverserais une rivière sans retour. La dernière trace de respect qui restait entre nous serait détruite. Mais, et alors? Est-ce qu'il a pensé au respect quand il m'a frappé? J'ai appuyé sur le bouton de publier. 20 minutes après la publication, la section des commentaires a explosé. Et, c'est réel. Qui est le gars de la vidéo? De quelle entreprise? Quel macho? Frapper sa femme devant la belle-mère. Regarder la belle-mère se rouler par terre et faire son numéro. C'est une comédie. Un moment, la maison est à la femme. Le type était un entretenu. Auteur, dis-nous au moins les initiales de l'entreprise de ton mari pour l'éviter. Les commentaires grandissaient en temps réel. Mes yeux n'arrivaient pas à suivre en défilant. Quelqu'un a analysé les indices de la vidéo et a rapidement commencé à enquêter sur l'identité de Ravière. Ce costume ressemble à l'uniforme du groupe K. Chef d'équipe dit. Alors ça doit être du département des ventes du siège central ou des ressources humaines. Un chef d'équipe du groupe K, nom de famille. Cherchons qui il y a. Je n'ai plus commenté. J'ai éteint le téléphone. Je me suis allongé sur le canapé et j'ai attendu que la tempête se déchaîne en regardant le plafond. Le lendemain matin, mon téléphone brûlait littéralement. 47 appels manqués. Plus de 200 messages non lus. La plupart des numéros inconnus, il y en avait de Ravière. De ma belle-mère et aussi du département des ressources humaines du groupe K. D'abord j'ai écouté le message vocal des RH. Bonjour. Je parle à Madame Anna Garcia, conjointe de Monsieur Ravière Pérez. Nous vous contactons du département des ressources humaines du groupe K. Nous nous mettons en contact avec vous pour vérifier les faits liés à une vidéo qui a circulé sur Internet. S'il vous plaît, rappelez-nous quand cela vous sera possible. Ensuite, un message vocal de Ravière. Anna, tu es devenue folle? Tu ne sais pas que si tu publies ça ma vie est finie? Qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai le divorce. Tu veux une pension? Mais, comment peux-tu détruire ainsi une personne? Je t'avertis, supprime cette vidéo tout de suite ou je te dénoncerai pour diffamation. Anna. S'il te plaît, sauve-moi. Sa voix est passée de la colère à la supplication et enfin à une demande larmoyante. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert l'application du forum pour vérifier l'état de ma publication. Plus de 500 000 visites, plus de 10 000 commentaires. Dans les sujets les plus recherchés de Google. En 5e position il y avait chef grande entreprise violence de genre. En cliquant sur le sujet, j'ai vu que les détectives d'Internet avaient déjà découvert l'université de Ravière. Son année d'embauche, son département et même sa photo de l'ORL. L'opinion publique était enflammée. Comment un déchet comme ça peut-il travailler dans une grande entreprise? Si l'entreprise ne le sanctionne pas, nous protesterons devant le siège. Il faut révéler son identité et le détruire socialement. Quelqu'un a fait une capture d'écran de la publication de ma belle-mère sur le forum des mères et a fait une comparaison. C'était aussi une des publications les plus populaires. Le plus drôle c'est que la belle-mère a écrit que la belle-fille a frappé en premier. Mais dans la vidéo on voit que c'est le fils qui frappe en premier, mère et fils. Un couple de menteurs. Je suis allé en pèlerinage sur la publication de la belle-mère. Elle a reçu une pluie d'insultes, elle a supprimé la publication et s'est enfuie. En lisant les commentaires, un m'a glacé le sang. Auteur, tu sais pour sa mère? Quelqu'un a répondu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'auteur original du commentaire a répondu, je travaille dans cette entreprise depuis longtemps. La mère de Ravière est déjà venue une fois à l'entreprise pour faire un scandale. Je crois que c'était pour un problème avec l'attribution d'un appartement d'entreprise. Elle s'est jetée par terre dans le hall du siège central et s'est mise à crier. La sécurité a dû la sortir de force. À ce moment-là, la mère est devenue célèbre parmi les employés. Encore une fois la même chose. Je suis resté à regarder le commentaire. Stupéfaite. Ma belle-mère avait fait un scandale dans l'entreprise.
C'était la première fois que j'entendais quelque chose comme ça. Javier ne m'avait jamais rien dit. À ce moment-là, je me suis rendu compte. Pendant les 2 dernières années, je ne savais rien de l'homme que j'aimais. Je ne savais pas qu'il envoyait de l'argent à sa mère tous les mois. Je ne savais pas que sa mère était une personne qui faisait régulièrement des scandales et je ne savais pas que c'était un fils à maman qui faisait tout ce que sa mère lui disait. Je pensais que le mariage était une affaire de deux. Mais pour lui, le mariage était une façon de déléguer les responsabilités de sa mère et une source de financement. Et moi, j'étais la idiote qui mettait la maison et l'argent. J'ai souri amèrement et j'ai laissé le téléphone. Dans l'après-midi, ma belle-mère est apparue à l'entrée de la résidence. « Madame Anna, votre belle-mère est à l'entrée. » La voix du concierge sonnait pressée. Elle proteste avec une pancarte. Elle dit que sa belle-fille la maltraite et l'a jetée à la rue. Des gens se rassemblent et c'est un problème. J'ai raccroché et je suis sorti sur le balcon pour regarder. À l'entrée de la résidence, il y avait une berline noire garée et devant ma belle-mère tenait une pancarte faite avec un morceau de carton. Belle-fille diabolique a jeté sa belle-mère à la rue. Sa voix était si puissante qu'elle arrivait jusqu'à mon appartement au 10e étage. Voisin, regardez cette femme qui a ruiné la vie de mon fils. Ici vit la pire belle-fille du monde. Les voisins et les passants s'attroupaient. Curieux. À ses côtés, j'ai vu Javier debout la tête baissée. J'ai sorti le téléphone, j'ai commencé à enregistrer et j'ai appelé le 112. Allô, je suis dans la résidence. Il y a une personne qui fait un scandale et trouble l'ordre public. 20 minutes plus tard sont arrivées 2 voitures de police. Appuyées sur la balustrade du balcon. J'ai observé comment les policiers emmenaient ma belle-mère. Elle s'accrochait aux agents et donnait des coups de pied. Mais finalement ils l'ont mise sur le siège arrière de la voiture de patrouille. Javier est aussi parti derrière la voiture. Avant d'entrer dans la voiture, il a regardé en direction du balcon de ma maison. Je ne sais pas s'il m'a vu, mais je ne me suis pas caché. Je l'ai simplement regardé d'en haut. Soudain je me suis souvenu des paroles qu'il m'avait murmurées à l'oreille le jour du mariage. Anna, nous allons être heureux. Heureux. Le bonheur dont il parlait devait consister en ce que je devienne sa servante gratuite. Son distributeur automatique de billets et la décharge émotionnelle de sa mère. Pendant les 2 semaines suivantes, je me suis consacré entièrement à préparer la demande. Mon avocate me l'avait recommandé mon père. Une avocate avec le taux de succès le plus haut dans les cas de divorce à Madrid. D'une 40aine d'années avec une monture dorée et un regard pénétrant, a examiné les documents. Nous avons des preuves en abondance, a-t-elle dit, la vidéo, le certificat de blessure. L'acte de propriété et les relevés des transferts secrets de son mari. C'est parfait. Combien puis-je récupérer? Les cadeaux de mariage et les dépenses de celui-ci peuvent être récupérés intégralement. La faute est clairement sienne. Elle a ajusté ses lunettes. Le problème est l'argent que vous lui avez prêté, qui sans contrat est plus difficile à démontrer. Mais nous essaierons avec les messages WhatsApp et les relevés des transferts. Et la maison est un bien propre à vous. Votre mari ne peut pas y toucher, elle n'entre pas non plus dans la liquidation des biens communs. Et les prêts? Quels prêts? Je lui ai remis un document que j'avais sorti de la banque. Je l'avais découvert la semaine précédente. C'était un relevé qui démontrait que Javier avait demandé un prêt de 20 000 € dans une société financière en utilisant mon nom. La date du prêt était juste après les fiançailles et le compte où l'argent était allé était d'une personne que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est? A froncé les sourcils l'avocate. Moi non plus je ne le savais pas. Je n'ai même pas installé l'application de cette entreprise. Mais il a utilisé mon téléphone pour s'authentifier et obtenir le prêt. L'avocate est restée silencieuse un moment. C'est un prêt avec usurpation d'identité. C'est un délit d'escroquerie. A-t-elle dit avec fermeté. Voulez-vous porter plainte pénale? Je l'ai regardé directement dans les yeux. Bien sûr. Quand l'enquête policière a commencé, la boîte de Pandore s'est ouverte. Il s'est avéré que Javier pendant les 2 dernières années avait demandé des prêts dans plusieurs
Société financière à mon nom et le montant total dépassait les 50 000 euros. La plus grande partie de cet argent était allée sur le compte de ma belle-mère. Les 300 euros mensuels n'étaient que la pointe de l'iceberg. Selon l'enquête policière, ma belle-mère s'était acheté un petit appartement à Valca et la source de financement de cet achat était l'argent du prêt obtenu à mon nom. Au moment où j'ai entendu ça au commissariat, j'ai senti que mon sang bouillonnait. Demander un prêt à mon nom pour acheter une maison à sa mère. Vous êtes sûr? Ai-je demandé. Oui. Le flux d'argent est très clair, a dit l'inspecteur qui menait l'affaire. Il sera accusé de faux documents et d'escroquerie. En tant que victime, vous pouvez aussi demander une ordonnance de restitution. J'ai hoché la tête en silence. En sortant du commissariat, je me suis assise un bon moment sur un banc près de la rivière. Les lumières de la ville se reflétaient tremblantes dans l'eau sombre. Je me suis souvenu du jour de notre premier rendez-vous avec Ravière. C'était aussi près de la rivière. Il m'avait donné un café à emporter et avait souri timidement. Il avait dit qu'il aimait les femmes indépendantes. Que son rêve était de vivre en nous respectant mutuellement. À ce moment-là, ses paroles m'avaient semblé très sincères. Mais maintenant je voyais qu'il cherchait seulement une idiote avec de l'argent. Quelques mois plus tard, après un processus accéléré grâce aux preuves accablantes, le jugement a été rendu. Nullité matrimoniale. Il a été considéré que le mari avait caché des dettes importantes avant le mariage. Il avait commis des délits graves d'usurpation d'identité et d'escroquerie et avait exercé de la violence de genre, ce qui rendait impossible la continuation de la vie matrimoniale. Restitution totale des cadeaux de mariage et des dépenses. Le prêt obtenu à mon nom devait être remboursé intégralement par Ravière et il a été condamné à la prison pour escroquerie et est entré en prison. Le jour où j'ai reçu la notification du jugement, je me suis servi un verre de vin et j'ai préparé des tapas de jambon ibérique à la maison. Ce n'était pas mon anniversaire, mais je voulais célébrer que j'étais né de nouveau. Pendant que je mangeais, j'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai cherché le nom de Ravière. Il n'était plus dans les sujets les plus recherchés. Mais des articles liés continuaient à apparaître. Quelqu'un avait publié une mise à jour. Titre: le chef d'équipe de cette grande entreprise a finalement été licencié et emprisonné. Le contenu résumait le jugement judiciaire et joignait une photo. C'était une photo d'une porte d'entrée. Au milieu de la porte, un sceau rouge de saisie judiciaire était clairement visible. C'était une porte familiale. La porte de l'appartement de Valca que ma belle-mère avait soi-disant acheté. La réaction dans les commentaires a été une explosion de justice poétique. Waouh, karma à l'état pur. Avec l'argent de la belle-fille on achète une maison. Ensuite on essaie de la chasser et à la fin on perd la maison. Le fils en prison, la maison saisie et la belle-mère à la rue. Ça s'appelle thérapie financière. En voyant ce sceau rouge, j'ai ressenti une étrange sensation. J'ai pensé que je me réjouirais, mais j'étais étonnamment calme. Simplement c'était fini. Cette horrible relation avait enfin terminé. Mais la fin n'a pas été la fin. J'ai mis un mois de plus à nettoyer les restes. J'ai ramassé et jeté tous les objets de la maison que Ravière avait touchés. J'ai changé le matelas du lit et j'ai accroché de nouveaux rideaux. J'ai aussi jeté toute la vaisselle dans laquelle j'avais servi le cocido ce matin-là et j'en ai acheté une nouvelle. J'ai engagé une entreprise de nettoyage pour qu'elle désinfecte la maison de fond en comble. Le soir, quand ils ont terminé de nettoyer, je suis resté debout. Pieds nus. Au milieu du salon, dans l'air flottait un doux arôme de pain. C'était propre. Ma maison, ma vie était de nouveau propre. J'ai ouvert grand la baie vitrée du balcon. Le vent frais de fin novembre est entré dans le salon. Au loin, la rivière continuait à couler en silence. Soudain, je me suis souvenu du matin où ma belle-mère avait frappé à la porte. Si à ce moment-là j'avais supporté, si je m'étais mise à genoux et avais demandé pardon, si j'avais fait semblant de ne pas savoir que Ravière envoyait de l'argent à sa mère, comment vivrais-je maintenant? Je serais devenue une servante qui se lève à 6 heures du matin tous les jours pour préparer le petit déjeuner. Une malade des nerfs qui avale les insultes de sa belle-mère.
Une femme malheureuse qui même quand son mari la frappe pense qu'elle doit supporter. Rien que d'y penser j'avais peur. J'avais pris une décision. La gifle que je lui ai donnée n'était pas seulement un coup de tête de colère. C'était un instinct de survie qui a explosé, libérant tout le soupçon. L'inquiétude et l'estime de soi piétinée que j'avais réprimée pendant les 2 dernières années. Je n'ai pas frappé Ravière, j'ai frappé la moi idiote du passé. Celle qui croyait que supporter apportait le bonheur. 6 mois plus tard est arrivée une lettre. Elle venait du centre pénitentiaire, il n'y avait pas d'expéditeur. Mais j'ai reconnu l'écriture immédiatement. C'était une lettre de Ravière. Le contenu était bref. Anna, je t'ai vraiment aimé. Je faisais seulement ce que ma mère me demandait. Moi aussi je suis une victime. Si j'avais une autre opportunité, je ferais tout bien. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai lu la lettre et j'ai laissé échapper un rire sec. Il continuait à ne rien comprendre. En rejetant la faute sur sa mère, j'ai déchiré la lettre en morceaux et je l'ai jetée à la poubelle. De la chambre d'à côté arrivait de la musique. Des nouveaux haut-parleurs Bluetooth sonnaient du jazz. Je me suis assise sur le canapé du salon et j'ai bu une gorgée de café noir avec des glaçons. Dehors c'était un après-midi ensoleillé de week-end. Le soleil entrait à flot dans le salon, réchauffant le sol en bois. Le reflet du soleil sur la rivière brillait éblouissant. Je me suis souvenu des paroles de ma mère quand nous avons vu cette maison pour la première fois. Anna, quelle vue si belle elle a. Si tu vis ici, il ne t'arrivera que des bonnes choses. Bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Un délicieux café noir pour moi seul. Un tranquille après-midi de week-end et ma maison sur où seules peuvent entrer les personnes qui connaissent le code. Je me suis enfoncé dans le canapé et j'ai regardé par la fenêtre. Un sourire s'est dessiné seul sur mes lèvres. Tout le bonheur. Ça n'avait été que 3 jours. Je me suis murmuré à moi-même. En 3 jours je me suis débarrassé des ordures. C'était la meilleure coupure nette de ma vie.